Alors merci d'être là et merci d'être là pour la 4e fois. Est-ce que vous vous en souvenez? Ah, voilà, c'est la 4e fois. Et la dernière fois, ça remonte à 2011. C'était pour Par le feu. Auparavant, vous étiez venu en 2008 avec pour parler de Sur ma mère. C'est un tout petit peu fort. Est-ce que je peux avoir... Voilà. Pour parler de Sur ma mère. Et aussi en 2009, pour parler de Au pays. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, vous nous revenez avec un nouveau roman, hein, publié comme les autres chez Gallimard, L'Insomnie. On va en parler. On va un peu dire qui vous êtes, parce que vous êtes à la fois un poète, hein, depuis fort longtemps. Vous êtes un romancier, vous êtes un conteur, hein, vous êtes même un pédagogue, avec le racisme expliqué à ma fille, etc. Mais vous n'êtes pas un de ces intellectuels qui sont coupés de l'air du temps, loin de là, hein, puisque lundi dernier, vous voyez, c'est donc très récent, il est allé en Belgique à la demande, je crois, de l'ambassade du Maroc, c'est ça? Avec le micro, c'est mieux pour répondre. Oui, j'étais à Bruxelles pour faire une conférence sur l'immigration, et les fantasmes qu'il y a autour de l'immigration surtout. Donc c'était une conférence assez suivie, d'autant plus que j'ai un petit peu parlé de tous ces clichés, de ces préjugés. Et quand je leur ai appris que le nombre d'immigrés n'a pas changé depuis 1945, les gens étaient un peu choqués, parce que quand on entend les hommes politiques dire qu'il y a un tsunami migratoire en France, tsunami, vous vous rendez compte, qu'il y a 1 million de migrants qui vont envahir la France, ça c'est le discours de la droite, de l'extrême droite. C'est malhonnête de dire ça, parce que ce n'est pas vrai du tout. Alors il y a des chiffres officiels qu'on peut vérifier, donc j'ai donné des chiffres, etc. Voilà. Voilà. Donc on n'était pas là on n'est bien sûr pas là ce soir pour parler de ça, oui, non, mais c'est quand même bien de dire aussi votre engagement sur toutes ces choses-là. Ça me paraît important. Bien sûr, Hein, ça, voilà. j'en suis conscient. Voilà. Donc vous nous revenez avec un nouveau roman dont le narrateur, qui n'est jamais nommé, mais c'est peut-être pas un hasard, propose non sans humour une solution radicale, on va dire, à l'insomnie. Mais c'est mieux que les somnifères, qui sont dangereux pour la santé. Oui, enfin la manière dont il arrive à faire que son insomnie s'arrête, on peut considérer qu'elle est dangereuse, pas forcément pour lui, mais pour les autres. Hein. Oui, de toute façon, il commence par... il s'est rendu compte qu'on attend la mort des personnes qui sont en fin de vie, qui vivent mal ces moments. Et bien, il s'est rendu compte qu'il accaparait un peu des crédits sommeil. Il dort bien après avoir... Pas tué, c'est pas le mot tuer, mais hâter la mort d'abord de sa mère, après de sa sœur, etc. Et après, il continue, sauf qu'il devient après justicier, et plus il tue des personnes importantes, plus le crédit sommeil est important. Donc vous allez un petit peu vite, on va déjà... Non, mais enfin, je dis simplement que voilà. C'est moins dangereux que les somnifères. C'est sûr, voilà. C'est sûr. Alors, je fais moi aussi partie de cette grande confrérie des insomniaques. Hein, et nul doute, je n'ai aucun doute sur le fait que vous l'êtes aussi. Hein, ou que vous l'étiez. On ne peut pas écrire un livre, ça, c'est sûr. Un livre sur l'insomnie si on n'a pas vécu des moments, ce que j'appelle l'insomnie sèche, c'est-à-dire où je ne peux rien faire. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai fait beaucoup d'acupuncture. Maintenant, ça me réussit. Parce que l'insomnie, c'est lié à l'angoisse, en fait, l'angoisse de mourir, de tomber dans un puits profond, et on dit un sommeil profond. Profond, ça veut dire au fond du puits. On ne sait pas si on va remonter, c'est ça. Mais en fait, il y a différentes causes de l'insomnie, et chacun a ses bagages, parce que il y en a qui ont des problèmes. Parfois les problèmes ne suffisent pas pour avoir l'insomnie, mais peut-être un refus de se laisser aller, de tomber dans le sommeil. Alors je crois que pour vous, là aussi c'est important de le dire, je crois que pour vous l'insomnie, elle est apparue à un moment très précis dans votre vie. C'est important, je pense, de le dire. Oui, hein oui, évidemment. Moi, j'en ai parlé dans un récit publié l'année dernière qui s'appelle La Punition. Quand j'avais 20 ans, j'ai été dans un camp de redressement militaire, puni par Hassan II pour des manifestations, pour l'opposition, etc. Et une des maltraitances qu'ils nous faisaient, c'est de nous faire, on était une centaine, de nous faire dormir dans des chambrées pour 20 personnes, on était 100.
Alors évidemment, on était dans des lits superposés et ça sentait pas bon et il y avait une promiscuité terrible et c'est là où on n'arrivait pas à dormir. Enfin, moi, en tout cas, c'est une des conséquences de ces 2 années de prison. Ça a été je suis sorti avec une terrible insomnie. Voilà. Donc c'est de là que vous avez essayé tout pour en sortir, mais peut-être pas ce que fait votre narrateur quand même. Ah, heureusement, parce que sinon... Non, mais c'est ce qui est formidable avec la fiction, on peut tout faire. D'ailleurs, mon narrateur, il tue tranquillement, il n'est jamais inquiété par la police. Il est même sympathique, on m'a reproché ça l'autre jour dans un débat. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? Qu'il soit sympathique. Ah non, mais ça c'est vrai, hein. Ça, alors là, pour le coup, je ne sais pas si dans le public certains l'ont lu. Effectivement, on le trouve très sympathique. Et à aucun moment, il n'a aucun scrupule moral. Mais nous non plus. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on le lit, on se dit tiens, ça ne devrait pas si mal hein, de pouvoir se débarrasser des gens. Oui, soyons humains quand même. Hein. Non, il y en a quelques-uns dont on aimerait bien se débarrasser. Hein. Oui, quelques-unes en ce qui me concerne. Oui. En tout cas, heureusement que nous sommes civilisés et que nous avons quand même un esprit de justice en nous inné et qu'on ne va pas tuer les gens. Mais ces meurtres symboliques lui permettent de bien dormir. Alors, on va quand même dire ce qu'est l'insomnie, en tout cas ce que le narrateur, qui n'est pas nommé, en dit. Et c'est Arben Jenloul qui va lire. Voilà. C'est à partir de Nuit blanche. Nuit blanche. Voilà. Nuit blanche, nuit sèche, sans rêve, sans cauchemar, sans aventure. Nuit triste, nuit étroite, étriquée, réduite à quelques souffrances. Nuit inutile, sans intérêt, sans saveur. Nuit à oublier, à jeter dans la poubelle. Nuit sans vergogne, nuit de bandits, de truands, de salauds. Nuit sale, perverse, hideuse. Nuit indigne du jour, du soleil, de la lumière et de la beauté du monde. C'est quand même intéressant de terminer par la beauté du monde, hein, quand même. Hein, voilà, parce que c'est vrai que les nuits d'insomnie, c'est terrible et effectivement, je oui, partage. En même temps, quand on souffre, parce qu'on sait que ça va être payé le crédit sommeil. Quand on a un crédit, on ne dort pas. Le lendemain, on va tout faire mal. On va rater un rendez-vous, on va être mal, on va essayer de dormir, de s'assoupir dans le métro. Donc on pense, non seulement on ne dort pas, mais on pense aux conséquences du lendemain. Absolument. Donc c'est une situation un peu en tournant en rond et c'est assez désagréable de vivre ça. Alors on va revenir au narrateur. Mais en plus, pour faire le livre, je me suis tellement... j'ai enquêté sur tous les écrivains insomniaques, il y en a des tonnes. Hein. Il y a plus d'écrivains insomniaques que d'écrivains qui dormaient normalement, à mon avis. Donc on va revenir un peu à l'histoire maintenant. Le héros est scénariste à Tanger et il découvre un remède tout simple pour remédier à cette insomnie qui l'empêche de vivre hein, et recommencer à dormir comme un bébé. C'est donc de tuer des gens et chaque nouveau meurtre lui rapportant ces fameux PCS, point crédit sommeil. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, dans votre production romanesque, hein, de meurtre, il n'y avait pas, je crois. Non, jamais. Hein, ni d'humour, parce que vous l'avez compris, hein, c'est une fable. On sourit souvent, on rit même quelquefois, franchement. Donc ces deux éléments-là étaient quand même un petit peu absents de vos livres précédents. Je pense que c'est arrivé avec l'âge. J'ai découvert. Enfin, en fait, dans la vie, je suis plus léger que mes livres. Mes livres sont graves. Et celui-là est un livre léger, c'est-à-dire que finalement, il ne faut pas le prendre au sérieux. Et c'est drôle. Et il a même été élu meilleur polar de l'année par une télévision. Enfin, j'ai pas écrit un polar, mais c'est un polar sans policier, sans. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice. Le meurtrier n'est pas condamné. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est un faux polar, en fait. Voilà. Mais c'est bien, c'est comme dans la vie. On devrait avoir, comme ça dans la vie, des espèces de choses qui se passent sans conséquence. C'est bien. Hein. Alors, ce narrateur, la première fois qu'il récupère ses crédits sommeil, c'est en fait, il tue sa propre mère. Enfin, il hâte la mort de sa propre mère. Oui, alors ça c'est quand même... alors évidemment ça pose au départ le problème de mourir de la dignité. Et c'est vrai que
Je me suis un petit peu occupé de ce problème à partir d'ailleurs du cas de ma mère. Que vous avez, dont vous avez Et je ne parlé. pouvais pas, moi, lui hâter sa mort parce que je la voyais souffrir. Elle a souffert longtemps, là, pendant 3 années. Et elle perdait la mémoire, elle perdait la tête. Et on disait, mais enfin, elle était très croyante. Elle disait, mais de toute façon, si quand Dieu voudra, il m'emportera. Alors moi, je ne pouvais pas contrarier Dieu, surtout devant ma Il mère. était un peu lent. Non, c'est un peu difficile. Non, c'est un personnage il est plus fortiche que nous, non? Enfin bref, je voulais et effectivement, elle a vécu et j'aurais aimé, c'est pas le mot, mais je voulais pas la voir souffrir. C'était qui me faisait mal, c'est de la voir souffrir inutilement parce que c'est une souffrance qui me donne rien. On peut pas souffrir pour avoir une récompense. Elle n'avait rien. Elle souffrait et souffrait. Et je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de monde dans les EHPAD, dans ces hôpitaux mouroirs, on se débarrasse des vieilles personnes et on les oublie. Et alors, ce qui est quand même curieux, parce que j'ai fait un tour dans certains de ces hôpitaux, je vois par exemple des personnes qui ont 85, 90 ans, qui ont des moyens, parce que ça coûte très cher les EHPAD aujourd'hui, ça coûte très très cher. Et alors, quand elle voit quelqu'un, elle voulait lui parler, et ils me disent, mes enfants ne viennent pas me voir. Alors, j'ai fait un petit calcul, il me dit, il a 90 ans, donc son fils aîné doit avoir 70 ans, ou 65 ans. Ben, lui-même sera un jour ici, et ses propres enfants ne viendront pas le voir. Et c'est ça qui fait que, dans cette société, qui est basée beaucoup plus sur les valeurs marchandes, sur la rentabilité, on a quand même délaissé cette valeur essentielle, qui est d'être compatissant, d'être solidaire avec les personnes qui arrivent en fin de vie. Et je ne comprends pas ça. Enfin, évidemment, je ne généralise pas. Il y a des familles qui se comportent très bien. Mais c'est curieux parce que plus on est riche, plus on est seul. Je me suis rendu compte de ça. Parce qu'il y avait une dame qui était PDG, je ne sais plus quelle société, beaucoup d'argent et tout. Et il disait, mais mon fils ne vient pas me voir. Hein. Il attend ma mort pour hériter. Enfin, il était très lucide, il n'était pas du tout folle. Hein. Et ça, c'est un des sujets qui est dans le livre. C'est-à-dire finalement, mourir dans la dignité, mourir entouré de ses enfants, c'est formidable. Mais mourir seul, abandonné surtout. La solitude tue beaucoup plus que les médicaments. La solitude, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et donc c'est vrai que ce narrateur là, quand il, en plus sans jamais faire de mal, c'est ça. Moi j'aime beaucoup cette façon de donner la mort parce que il met un oreiller, on dirait que c'est rien du tout, il met un oreiller sur la tête et pouf, voilà, c'est fini et sans douleur, sans souffrance et du coup. Je vais lire la première phrase parce que voilà. J'étais content de l'avoir trouvée. Voilà. Vous savez, les écrivains. Il faut que ça s'appelle l'incipit, la première phrase soit bonne. Il la soigne généralement. Hein. Et ça entraîne le lecteur. Sinon, si elle est bancale, ce qui m'arrive en ce moment, je suis en train d'offrir les livres de la rentrée, parce que pour le Goncourt, je suis en train de lire des romans de la rentrée. Et je lis évidemment les premières pages, et parfois je suis très content parce que l'auteur a trouvé un bon départ, et parfois non, il n'a pas trouvé, mais malheureusement, il y a de tout. Vous êtes content du vôtre, là. Allez-y. Non, mais je suis un petit peu. Je peux me faire un peu plaisir de temps en temps. Bien sûr. Non, mais je suis On modeste. est là pour ça. En général, je suis modeste. Mais là, pas pour cette phrase. J'ai tué ma mère. Un oreiller sur le visage. J'ai appuyé un peu. Elle n'a même pas gigoté. Elle a cessé de respirer. C'est tout. Ensuite, j'ai dormi. Longtemps. Profondément. Profondément, mais pas si longtemps, puisque ces crédits sommeil, là, ça a duré un an quand même, c'est pas mal. C'est comme les crédits de téléphone, il faut les recharger. Alors, il fallait que je recharge mes points. Et là, il fallait que je trouve des victimes. Et alors, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une espèce de gradation, bien sûr, parce que c'est que au début, il tue presque par compassion. Hein. Les vieillards dont vous parlez, il y en a certains. Alors, ça lui rapporte plus ou moins de crédit sommeil, mais des gens qui sont en fin de vie, qui sont seuls, dont certains souhaitent la mort. Hein. Voilà. Donc, si c'est important, il lui rapporte beaucoup. Comment ? Si c'est important, ça lui rapporte beaucoup. Eh oui. Et puis après, vous tuez utile.
Oui, il Voilà, devient justicier. le narrateur tue utile. Et alors là, par exemple, il tue un pédophile. Hein. Ah oui, mais ça, j'ai eu du plaisir à tuer parce que c'est un salopard. Ah, Et non, mais tout ça, c'est lié quand même. Ça se passe au Maroc. Hein. bien sûr. Au Maroc, maintenant, on commence un petit peu, la justice commence à parler de la pédophilie, de l'inceste, de viol, tout, parce qu'il y a des associations dans la société civile qui sont extraordinaires, qui font un travail formidable, notamment Ne touche pas à mon enfant, enfin des choses comme ça. Et c'est des femmes surtout qui font qui créent ces associations. Mais moi, j'ai connu un salopard, un pédophile qui a abusé de beaucoup de jeunes filles, de très très petites, enfin même très jeunes, 13 ans, 14 ans, à Tanger, et qui était impuni, quoi. Il était, bon. Et j'ai voulu un peu me venger. Alors, j'ai tué un pédophile, j'ai tué un Tortionnaire aussi. C'est important, ça. Parce que sous le régime de Hassan II, la torture, ça allait. Hein. Et j'ai eu des amis qui ont été torturés et ils me racontaient des choses horribles. Alors, évidemment, quand Mohamed VI est arrivé au pouvoir, il a fait quelque chose de formidable. Il a reconnu cette dette vis-à-vis de la société et il a indemnisé toutes les victimes de son père, les victimes de la répression, de la torture et tout, mais il n'a pas touché aux tortionnaires. Et ça nous a beaucoup énervé parce que quand même, il fait les choses à moitié. Il faut aussi punir les tortionnaires. Sauf que les tortionnaires, c'est comme les soldats, ils obéissent à des ordres. Donc il faut remonter plus haut, il faut remonter au ministre, il faut remonter au chef, etc. Bon, donc il n'a pas fait. Et mon personnage dit maintenant, je vais m'en occuper. Alors il a un acolyte qui lui donne des informations. Il dit, tu sais, il y a le fameux tortionnaire de Rabat. Il a été admis hier à l'hôpital, on va s'en occuper. Voilà. Donc il y a effectivement, grâce à cet acolyte qui s'appelle Tony, il a effectivement des connaissances de ces morts qui pourraient être utiles à la société. Donc un tortionnaire, un pédophile. Et puis nous, lecteurs, on se demande, mais ça va être qui le suivant, quoi. On est comme une espèce dans un page turner, c'est-à-dire les livres dont on veut absolument tourner les pages, mais on se demande, c'est qui le prochain. Voilà. C'est parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Un gouverneur corrompu, c'est ça, non? Oui, oui, vous le savez mieux que moi, sûrement. Oui. Il y a un gouverneur. Il y a pas mal. Et il y a un banquier. Ah, et le banquier. Alors moi, je pense que le banquier, je lui ferai une place à part. D'abord, c'est le dernier. Et je lui ferai une place à part quand même, parce que je pense que, d'abord, c'est compliqué. Ces gens qui sont riches, ils sont difficiles à approcher. Hein, c'est pas facile. Bien sûr. Pas facile de les tuer, ceux-là. Oui. Et donc, il m'a semblé, mais peut-être que j'ai pas raison, que je crois que vous étiez vraiment, enfin le narrateur, j'arrête pas de dire vous, le narrateur, hein, vous étiez vraiment très content que cet homme finisse par effectivement succomber. Et je me suis demandé si par la personne de ce vieux banquier très très riche et très très puissant, il n'y avait pas une grosse critique de cette classe marocaine si riche et qui fait si peu. Vous avez très bien vu parce que contrairement aux milliardaires américains qui créent des associations pour venir en aide aux pauvres, comme Bill Gates, il y a 40 milliardaires américains avec Bill Gates qui font du bien dans l'humanité et dans le monde entier. Ça rachète un tout petit peu cette Amérique pourrie de Trump et compagnie. Donc il y a quand même des gens bien en Amérique. Et chez nous, au Maroc, on a des milliardaires du niveau de Bill Gates. Hein. Ce n'est pas des petits, hein. C'est des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Il y a à peu près une dizaine qui figurent sur la liste des plus grands milliardaires chez Forbes, tout ça, le truc comme ça. Et ces gens-là qui sont enrichis grâce au Maroc, grâce à la terre marocaine, grâce aux Marocains, eh bien, ils amassent, ils donnent rien. Alors, ils font un peu d'amende de temps en temps, ils font des trucs. Mais pas à la mesure de ce qu'ils pourraient faire. Oui, mais en même temps, ils pourraient, avec tout l'argent qu'ils ont, faire des choses pour le pays. Ils ne le font pas. Et mon banquier, lui, le banquier, il est un petit peu un ensemble de plusieurs banquiers que je connais de loin. Je ne m'approche pas d'eux. Ils ne sont pas très bons. Et puis, lui, c'est quelqu'un qui a tous les défaux, quelques qualités, mais surtout les défauts des gens qui ont amassé beaucoup d'argent et qui vont mourir et ils pensent qu'il va emporter avec lui dans la tombe ses milliards, ses bijoux, ses voitures, ses Rolls-Royce, tout ça.
Et ça me fait rappeler d'ailleurs une fois un gitan mexicain qui était assez riche, il avait beaucoup d'objets comme ça. Il s'est fait enterrer avec tous ses objets, sa télévision, à l'époque il y avait télévision, etc., ses bijoux, ses revolvers et tout. C'est un peu la folie des hommes. Et cet homme qui est très très riche, par conséquent, s'il arrive, si mon personnage arrive à le tuer, il va gagner beaucoup. Pas d'argent. De crédit sommeil. Ben, bien sûr. Un milliardaire, ça pèse. Ben, s'il tue un clochard, ça ne pèse rien du tout. Il aura une nuit de sommeil, pas plus. Mais là, il va avoir beaucoup de sommeil. Oui, ça lui arrive. D'ailleurs, à un moment, il soulage un clochard, un SDF. Oui, il pense qu'il va dormir au moins une nuit, mais même pas. Il a passé une nuit blanche. Donc, c'était même pas la peine de tuer un clochard qui était quand même au plus mal. Hein. Il ne l'a pas tué parce qu'il était clochard. Il l'a tué parce qu'il était... Voilà, mais il y a des résistants. Hein. Il y a des gens qui vont lui résister, qui ne vont pas mourir. Oui. Parce que quelquefois, il se trompe. Quelquefois, il va essayer de tuer sa femme, il n'y arrive pas. Ah oui, ça c'est impossible. Elle est protégée par 2 sorcières, c'est impossible. Oui, les sorcières, il y a plein de choses. Mais enfin, c'est un conte des mille et une nuits d'aujourd'hui, en fait. C'est vraiment, vous trouvez tous les ingrédients de la vie quotidienne, mais en même temps, avec cet aspect. Mais c'est vrai que, moi, je ne crois pas du tout à la sorcellerie, mais les Marocains, ils croient beaucoup. C'est incroyable. Mais même les gens, des gens qui ont fait des études scientifiques, et parfois, ils vont voir des voyantes, des machins, des sorciers, tout ça. Hein. C'est bizarre. Ici aussi, mais on n'en parle pas. Hein. Voilà. Ah bon? Oh, je crois. Ah ouais. Je ne sais pas. Mais c'est impressionnant quand vous tombez sur une vraie voyante qui devine tout. C'est impressionnant. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Ouh là là, il vaut mieux ne pas recommencer parce que on ne sait pas si d'ailleurs ce sont de très 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 fins psychologues où ils ont un don de mentalisme, de pénétrer dans votre psychologie pour y pêcher des informations qui, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je ne crois pas du tout à toutes ces histoires-là, mais il y a des gens qui ont des intuitions, peut-être, des intuitions. On peut lire un visage, on peut lire des mains, on peut lire un visage, on peut lire une attitude. D'ailleurs, ils disent des généralités, ils ne disent plus jamais des choses précises. Des choses précises, oui. Donc là, si on veut revenir un petit peu à notre livre, parce que là, on est en train de faire un grand détour par la voyance, c'est vrai que ce livre, en creux, ça permet quand même de dresser une espèce de critique, on va dire, de la société marocaine d'aujourd'hui. Hein. Et alors, il y a bien sûr la corruption. Hein. Voilà, la corruption, il y a aussi... et alors, il y a on ne va pas dire la critique de la religion, on va dire critique de l'usage qui est fait de la religion. Est-ce que ça vous convient, ça? C'est notre problème numéro 1, c'est-à-dire que la religion a pris une telle place dans la société qui n'existait pas à l'époque où mes parents et les grands-parents vivaient. Ils étaient musulmans, ils faisaient leur prière tranquillement, ils n'embêtaient personne, ils ne réclamaient rien à personne et ils étaient des musulmans tranquilles. Et aujourd'hui, nous avons malheureusement au Maroc un islam extrêmement agressif entre les mains de gens ignorants et qui rentrent dans votre vie. Il dit, vous ne devez pas vous habiller comme ça, vous ne devez pas manger ça, vous ne devez pas faire ceci. C'est quand même bizarre que cette intrusion dans la vie intime des gens. Et si on les laissait faire, si on leur donnait le pouvoir, il ferait du Maroc une espèce d'immense mosquée. Et même avec ça, même avec l'islam ou l'usage qu'on en fait, vous quelquefois on rit hein, quand vous dites que le suicide c'est insupportable parce qu'on est condamné selon l'islam à répéter le geste. À répéter le geste qui nous a fait sans arrêt dans l'éternité, à répéter le geste qu'on a. C'est dans le Coran ça. Voilà, qui nous a fait, enfin qu'on a choisi pour mourir. Et alors vous glosez sur le fait où imaginez quelqu'un qui se jette dans le feu, il se jette dans le feu pendant toute son éternité, c'est-à-dire éternellement. Voilà. Non, mais ça faisait peur. Moi, quand je disais ça, j'étais petit, je disais le Coran. Oh là là, c'est pas possible. Alors, il vaut mieux choisir une mort très douce, un petit verre de lait avec une poudre. Oui. On part comme ça, en dormant. Enfin bon, je ne vous donne pas des recettes. Non, c'est pas suicide mode d'emploi, hein, pas du tout. Hein. Et donc c'est vrai que vous mettez le doigt là-dessus sur l'usage qui est fait de la religion, la corruption, la torture au moment de la monarchie d'Hassan II.
Et c'est vrai que le narrateur, il prend aussi quelques libertés avec la religion, notamment la liberté sexuelle. Parce que quand même, toutes les pages que vous consacrez à la liberté sexuelle des hommes d'un certain âge, ceux qui aiment les femmes mûres avec des grosses fesses, ou qui utilisent du Viagra, ou qui vont coucher avec la voisine, parce que finalement, ça devrait pouvoir se faire et que ça se fait comme ça, très simplement. Vous avez effrayé Mais non, pas du tout. Non, parce que ces moments-là, ces pages-là sont drôles. Elles sont vraiment très drôles. C'est ce qui se passe, c'est que il a un acolyte, un copain à lui, qui le pousse à aller trouver des clients pour dormir. Et ce copain, il va mourir un jour. Ah oui, ça c'est très drôle. Et là, lui, il va refiler à ce moment-là, non pas des points crédit sommeil, mais des points crédit libido. Et il va épouser la libido de son copain, et il se rend compte que son copain adorait les femmes mûres d'un certain âge, et évidemment, la voisine qui attendait depuis longtemps, il va lui rendre visite. Enfin, tout ça, c'est drôle quand même. Voilà. Rien n'est sérieux dans ce roman, mais en même temps, il y a quand même une critique assez sévère de la société marocaine avec son hypocrisie. Parce que le narrateur, il est très libéré par rapport à tout ça, mais est-ce que la société marocaine, elle l'est autant? On est obligé de se cacher. Non, on peut tout faire au Maroc tant qu'on se cache, tant qu'on ne gêne pas le voisin. Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un couple d'homosexuels hommes qui sont mariés. Ils ont fait une fête. C'était dans une petite ville, en plus. C'était pas à Casablanca ou Tanger, une petite ville. Et ils ont fait tellement de tapage que les voisins ont appelé la police pour arrêter le tapage. Mais la police ne savait pas qu'il allait trouver un couple d'hommes qui se marient. Ils ont été arrêtés parce que c'est quand même interdit. Le mariage entre homosexuels est interdit au Maroc. Enfin, l'homosexualité, c'est interdite. Mais enfin, on ferme les yeux tant que vous ne faites pas de tapage. Ils ont fait du tapage, ils ont été arrêtés. Après, ils ont été libérés. Mais ça veut dire qu'en fait, au Maroc, on peut tout faire, mais en cachette, sous les dehors de religiosité, on fait beaucoup de saloperies. Voilà, et c'est vrai que en tout cas, ces pages sur la sexualité, personne ne pleure. Enfin, moi, j'ai pas pleuré, je dois dire. Hein. J'ai carrément ri aux éclats toute seule en le lisant, et c'est tout le malheur que je vous souhaite. Hein. Alors, si on veut revenir à quelque chose d'un petit peu plus grave, parce que là, c'était quand même si c'est un roman, une fable, on peut dire. Hein, donc ce narrateur qui hâte la mort pour récupérer des points crédit sommeil, est-ce que vous pensez quand même que tout à l'heure on a dit que ces personnes qui sont en fin de vie, c'est quelquefois difficile. Est-ce que vous pensez qu'il faille légiférer là-dessus, sur la fin de vie, sur ce qu'il faudrait faire? C'est très compliqué parce que chaque personne, finalement, quand on est en bonne santé, on discute comme ça entre nous, on dit beaucoup de choses. Mais quand moi j'ai vu ça avec des amis, quand arrive le moment crucial, ils n'ont pas envie de partir. Donc on ne peut pas légiférer à ce point. Mais on peut laisser la porte ouverte à ceux qui veulent partir dans la dignité. Ça, c'est possible. J'ai été très bouleversé il y a 2 ans, en octobre 2017, par cette femme qui s'appelait Anne Berthe, je crois, qui était atteinte de la maladie de Charcot, qui est une maladie terrible. Et elle ne voulait pas vivre toutes les conséquences de cette maladie, qui est une maladie où tous les muscles se dissolvent, où toutes les terminaisons nerveuses disparaissent, où elle ne peut plus rien faire de son corps. Et alors, il a anticipé tout cela, mais elle ne pouvait pas mourir en France. Elle a fait un livre là-dessus. Elle est partie, elle s'est tuée en Belgique avec un mélange létal en Belgique, et elle l'a fait savoir, et toute la presse en a parlé. Donc, on devrait peut-être en France réfléchir à ça. Et on voit par exemple maintenant les débats sur le malheureux Lambert qui on ne sait pas quoi faire. Et ça... On parle beaucoup, mais on ne prend pas les décisions adéquates. Mais je pense qu'on devrait permettre aux gens de partir dignement plutôt que de se laisser comme ça perdre de tout, une dégradation physique et morale. C'est pathétique et c'est pénible à vivre, surtout pour l'entourage.
Et s'il y avait une morale à tirer de ce livre qui est, vous l'avez compris, très différent des autres livres de Tahar Ben Jelloun, léger, même s'il est quand même très souvent question de mort, s'il y avait une morale à tirer de ce livre, ça serait laquelle? Est-ce qu'il y en a une? Parce que dans une fable, il y a une morale généralement à la fin. Oui, oui. Bon, la morale, c'est un peu plus de justice, parce que finalement, mon personnage ne dort pas parce qu'on on l'a tellement maltraité quand il était jeune, qu'il a eu des séquelles de cette maltraitance. Et les autres, ceux qui dorment sans aucun problème et finalement ont des comportements odieux vis-à-vis des autres hommes. Enfin, c'est un livre aussi bien sur la justice humaine et sociale que sur la corruption dans tous les sens, physique et moral. Et et en même temps, c'est une fable. Et par l'humour et le rire, j'ai essayé de poser des problèmes graves, comme la fin de vie et comme l'espèce de justice. Pourquoi un homme ramasse des tonnes d'argent et après il s'en va, il laisse ça. C'est très. Je ne comprends pas beaucoup la logique des gens qui ramassent. Donc vous l'avez compris, un livre drôle souvent, qui aborde des sujets effectivement graves, comme on vient de le dire, mais en tout cas une jubilation de lecture, ça c'est clair. Vraiment, quand on commence, je vous dis, c'est comme un page turner, on veut absolument savoir quel va être le prochain. Mais et puis surtout, comment ça va se terminer pour le narrateur, mais ça on ne le dira pas. Mais enfin, si vous dites ça, ça fait plaisir parce que le but de tout écrivain, c'est d'écrire un livre qu'on ne lâche pas. Parce que finalement, c'est ça, c'est arriver à intéresser le lecteur, surtout les lectrices, parce que ce sont les femmes qui lisent. Et oui, nous le savons. Je suis désolé pour les quelques hommes qui sont là. Et oui, nous le savons. Mais, et parfois, quand je raconte une anecdote, quand je fais des signatures, il y a beaucoup de femmes qui arrivent, et puis à un instant, moi, je vois un homme qui arrive, enfin, un homme qui lit. Et il me dit, ma femme n'a pas pu venir, il m'a envoyé pour... Non mais enfin, excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai que la littérature en France est sauvée, enfin le roman est sauvé par les lectrices femmes, que je remercie vivement. Nous sommes très nombreux à vous remercier parce que sans vous, nous n'existerions pas. Et c'est un livre qui n'est pas lu, un écrivain qui n'est pas lu, il n'existe pas. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Et donc, oui, quand on écrit, on pense aux lectrices et on pense à leur raconter une histoire qui les intéresse et qui leur parle. Et ça, c'était le conseil que m'avait donné il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans, une quarantaine d'années, Jean Genet, quand je l'avais rencontré. Il m'a dit, quand tu écris, pense toujours au lecteur, tu le tiens par la main et tu le tiens par la main. Si jamais tu l'emmerdes, il va te lâcher. Il n'a aucune raison de rester avec toi jusqu'au bout du livre. Donc, pense toujours à lui. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Voilà, écoutez, moi, je peux que souhaiter qu'il y ait beaucoup de lecteurs de ce livre et qui peut-être auront une insomnie, parce que s'ils le prennent le soir, peut-être qu'ils ne pourront pas dormir. J'ai eu des réactions comme ça d'amis qui m'ont dit « Oh là là, je vais m'empêcher de dormir parce que je l'ai commencé à 10h du soir, j'ai terminé le matin. » Alors, je dis « Non, il ne faut pas faire ça. Il faut lire le matin pour le terminer le soir. » Voilà, parce que Tahar Ben Jelloun, le narrateur a vraiment beaucoup de recettes pour. Il faut pas manger trop tard. Il faut faire l'amour l'après-midi. Il faut faire l'amour l'après-midi. Ça vous le dites, c'est mieux. Vous le dites dans le livre. Oui, il faut faire l'amour l'après-midi. Le soir, c'est fait pour dormir. Voilà. Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà. Et il y a tout un tas de rituels. Alors ça m'a fait sourire parce que moi, j'ai les mêmes. C'est-à-dire que quand on sent qu'on ne va pas dormir, que ça va être compliqué, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de bruit dans la chambre, on enlève le téléphone, pas trop de lumière non plus, que le lit soit bien propre, bien fait, que les oreillers soient juste bien. Tous les appareils électroniques, il faut les dégager de la chambre. Voilà. Et moi, là, vraiment, ça m'a fait sourire parce que je me suis retrouvée. Je peux vous dire, là, vraiment, c'est pour ça que je sais que l'insomnie, vous la vivez de l'intérieur. En tout cas, voilà, c'est tout le mal que je souhaite au public, là, c'est d'acheter le livre, de le lire et de se le faire dédicacer avant auprès de la librairie Soramps. Merci, Tahar. Merci beaucoup à vous. Merci.